La veille de Thanksgiving 1971, un homme caché derrière des lunettes de soleil et muni d'une manette prend place à bord du vol 305 de la Northwest Orient, un vol domestique qui relie Portland dans l'Oregon à Seattle dans l'État de Washington. C'est ici que se trouve la plus grande usine Boeing et le Museum of Flight. Le nom sur son billet, Dan Cooper. Un homme d'allure modeste que des témoins décriront comme un quadragénaire d'environ 1,75 m. Il s'installe au siège 18E. Juste après le décollage, il informe une hôtesse que sa mallette contient une bombe. À l'atterrissage à Seattle, Cooper accepte de libérer les passagers en échange de 200 000 $, 4 parachutes et la promesse qu'il pourra se rendre au Mexique sans être inquiété. De retour dans les airs, les pilotes informent Cooper qu'ils vont devoir faire le plein de carburant à Reno. Mais avant qu'ils puissent le faire, un voyant s'allume dans le cockpit. Il indique qu'une porte vient d'être ouverte. Il se trouve que Dan Cooper n'a pas choisi le Boeing 727 par hasard. Il est équipé d'un escalier arrière unique en son genre. Sauter de l'une des portes latérales d'un avion commercial pourrait tuer un parachutiste. Mais Cooper n'a eu qu'à prendre la porte de derrière. Dehors, la tempête fait rage. Et quelque part au-dessus de la région nord-ouest Pacifique, Cooper saute. C'est là que le mystère s'épaissit. Quand l'avion atterrit enfin à Reno, le pirate du ciel et tout son argent ont disparu. Qui es-tu? Au fil des ans, le nombre d'hommes suspectés d'être Cooper n'a cessé d'augmenter. Les fans de l'univers Marvel ont même vu un Loki interprété par Tom Hiddleston s'attribuer son crime. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question à 200 000 $. Qui est Dan Cooper? Pour ça, j'ai décidé de m'entourer des meilleurs experts de l'affaire. Mark Meltzer est avocat en droit pénal et a plus de 50 ans d'expérience en tant que parachutiste. Il fait autorité sur le saut de Dan Cooper. Joe Koenig, lui, était l'enquêteur principal sur l'affaire Jimmy Hoffa. Il a plus de 26 années de service à la police d'État du Michigan. Et enfin, Bruce Smith, un pro de l'investigation, auteur de D.B. Cooper and the FBI. Oh, et puis il y a moi, je suis là aussi. J'ai plein de questions à vous poser, messieurs. On a des réponses. J'espère bien. Commençons par le commencement. La plupart des livres sur Dan Cooper que j'ai lus ont un suspect. Marc, vous êtes avocat. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il y ait autant de suspects différents dans cette affaire? Si, bien sûr, c'est très inhabituel. Selon le FBI, il y a eu plusieurs centaines d'aveux. Oui, en général, on n'a pas des centaines de personnes qui avouent. Non. Mais il ne faut pas oublier que le détournement de Dan Cooper était extrêmement innovant. C'était une première. Dès le lendemain, beaucoup de parachutistes se sont dit « Pourquoi je n'y ai pas pensé ?» Oui, c'est vrai. Je vous propose qu'on commence au même endroit que le FBI. Le témoin principal de ce qui s'est passé pendant le détournement de l'avion est l'hôtesse de l'air qui était assise à côté de Dan Cooper. Tina. Oui, Tina McClough. C'est ça. Elle a travaillé avec le FBI pour tenter de produire un portrait du pirate. Voilà ce que ça a donné. Ok. Mais pendant l'année qui a suivi, beaucoup d'autres personnes se sont manifestées, notamment des passagers. Et leurs différentes contributions ont donné naissance à un nouveau portrait. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Les descriptions physiques fournies par les témoins, c'est vraiment utile? D'après mon expérience, ça n'a pas tant de valeur que ça. La fiabilité d'un portrait dépend beaucoup trop de la capacité qu'a un témoin en particulier de se souvenir d'un visage avec précision. Je vois. Dans ce cas, laissons-les de côté. On va parler des différents suspects. Vous pouvez me dire lesquels se détachent vraiment de la mêlée? Ceux qui retiennent vraiment l'attention? Le tout premier suspect sérieux, c'était Ted Mayfield. Il y a des gens qui ont appelé le FBI alors que l'avion était encore en l'air et que Cooper n'avait pas encore sauté pour dire « Votre gars, c'est Ted Mayfield ». Et comment ça se fait? Parce que c'était un instructeur en parachutisme peu recommandable. Je vois. Et il y a eu des morts à cause de sa négligence. Un entraînement insuffisant, du matériel défectueux. Il a même volé un avion. Est-ce que Ted Mayfield est resté sur la liste des suspects? Non, il en a été très rapidement rayé. Je pense qu'ils ont eu raison d'ailleurs. Parce qu'il était bien trop petit. Rien à voir avec la taille de Dan Cooper. Dans ce cas, on l'élimine. Qui en a d'autres? Dans les jours qui ont suivi, on a informé le FBI qu'il devrait enquêter sur Sheridan Peterson. Sheridan Peterson, le voilà. Qui c'est? D'abord, c'était un parachutiste très expérimenté. Il était même instructeur. En plus, il travaillait chez Boeing, à la documentation technique. Ça a l'air d'être un très bon candidat. Excellent. Qu'est-ce qui ne va pas? Son alibi. À l'époque, apparemment, il vivait dans une hutte en terre au fin fond du Népal.
C'est un assez gros problème. Oui, je ne crois pas que ce soit lui. D'accord. En fin de compte, le FBI assure qu'aucun de ces hommes n'est Dan Cooper. Selon toute probabilité, le coupable serait mort à la suite de son saut en parachute. Mais les hommes ici présents ne partagent pas cet avis. Alors, qui pourrait être Cooper? Si on tient compte des compétences en parachutisme, Robert Rackstraw les avait toutes. Il était pilote d'hélicoptère dans l'armée, il avait de l'expérience dans ce genre de saut, c'est-à-dire en haute altitude, mais à ouverture basse. Joe, vous pensez que Rackstraw pourrait être le bon? Non, parce qu'il était trop jeune. Quel âge? 29 ans. Oui, c'est effectivement très jeune. Mais il aurait pu faire ce saut. Oui, il avait toutes les compétences nécessaires. Mais aucun témoin n'a indiqué sa présence dans l'avion. L'hôtesse de l'air, Tina Mucklow, a même affirmé que ce n'était pas lui en voyant sa photo. Alors dans ce cas précis, ses capacités ne suffisent pas à indiquer sa culpabilité. Je vois. Et vous, Joe, vous pensez que c'est qui, Dan Cooper? Je sais exactement qui c'est. C'est cet homme-là. Walter Reca? C'est ça. C'est lui, Dan Cooper? C'est lui. D'accord. Pourquoi? Parlez-moi de ce Walter Reca. Il était parachutiste dans l'armée. Il faisait partie de l'escadron de réserve de sauvetage en mer dans l'armée de l'air. Je me tourne vers mon expert en parachutisme. Il savait ce qu'il faisait? Il était sauveteur parachutiste dans les forces armées américaines. Alors oui, ça ne fait aucun doute, il avait les compétences. Ces gars-là savent tout faire. Saut de nuit, saut dans l'eau, sauvetage en zone de combat. Je saute en parachute depuis 53 ans et je n'ai pas le centième des compétences que Reca avait. D'accord. On peut dire que c'est édifiant. Si je sais que c'est lui, Cooper, c'est à cause de ses aveux. Ils étaient très détaillés. Après avoir sauté du 727, Reca aurait atterri dans la ville de Cle Elum, dans l'État de Washington. Mais vous n'avez pas à me croire sur parole. Voici un extrait des aveux de Walter Reca, qu'un de ses proches amis a enregistré peu de temps avant sa mort en 2014. I hit a tree first. The only dead tree in the forest that I happened to get to, but I mean, my leg broke. Because I could feel it swelling up. Just gathered it all up right there and left it there with the broken trees, threw a few branches on top of it. And I could see in the distance right there traffic. Took the raincoat off, put the money in the raincoat, like a bundle. Est-ce que quelqu'un a vu cet homme marcher sous la pluie le long de cette route? Oui. Sérieux? Un témoin, un chauffeur routier des environs, déclare avoir dépassé Reca en se rendant dans un restaurant tout proche. L'homme porte un costume et marche sous la pluie. Peu de temps après, l'homme entre dans le restaurant en boitant et demande à utiliser le téléphone. Écoutez encore Walter Reca. I give it to the guy with the dump truck, the telephone. I remember him good too, a cowboy hat. He gave him the directions. Because I don't know where I was. It was done and I lived through it. J'ai analysé ces enregistrements pour en déterminer la véracité. C'est votre domaine d'expertise. Tout à fait. Et je vous assure qu'il ne mentait pas. Vous en êtes sûr? Certain. Pas de bagarre, s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous, messieurs? Le site où Reca a atterri est à plus de 160 km de l'endroit où l'avion était. Cela dit, il ne reste aucune trace du parcours exact de l'avion, il me semble. Non? Les documents n'ont pas été préservés. Il n'existe plus. Ça soulève une autre question. S'il a monté ça de toutes pièces pour se faire passer pour Dan Cooper, pourquoi l'avoir fait à plus de 160 km? L'affaire Reca me laisse vraiment perplexe. Je ne comprends pas. Moi, je suis d'accord avec Joe. Walter Reca a effectivement atterri ce soir-là à Cle Elum, dans l'État de Washington. Et il était bien trempé jusqu'aux os. Vous y croyez? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais ça veut dire qu'on a deux hommes qui ont sauté d'un avion en costume-cravate. La veille de Thanksgiving en 1971. C'est impossible. Je préférerais entendre « c'est de la merde ». Cette histoire, des conneries. Il n'y a jamais eu personne qui marchait sur cette route. Mais si vous me dites qu'il était bien là, en costume, sur cette route, comment ça pourrait ne pas être Dan Cooper? Je crois que l'histoire de Walter Reca cache une autre affaire, une énorme affaire. C'est une histoire toute simple. Qu'est-ce que Walter Reca faisait à Cle Elum ce soir-là? C'est un suspect relativement nouveau, et il a atterri dans une zone qui n'a pas été fouillée. Avec un peu de chance et avec votre aide, on trouvera peut-être de nouvelles preuves qui élucideront cette affaire. Vous vous dites que ça ne va pas être facile? Moi aussi. Mais on dirait que Joe et moi partons pour Cle Elum. Joe part le premier pour rassembler son équipe de passionnés de Cooper. Je parcours donc près de 140 km en solo.